Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on s'intéresse à un projet qui donne vraiment le vertige. L'Arabie Saoudite, qu'on connaît comme le géant du pétrole, eh bien, elle a investi massivement dans l'hydrogène vert, à Yanbu. Pour analyser un peu cette ambition, nous accueillons une spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, le projet de Yanbu est colossal. Et il est très symptomatique, je trouve, des grandes manœuvres énergétiques mondiales actuelles. Colossal, c'est le mot. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'échelle? On parle de quoi, précisément, à Yanbu? Alors, on parle d'un hub industriel sur la mer Rouge. L'objectif, c'est 400 000 tonnes d'hydrogène vert par an. 400 000 tonnes. Oui, c'est énorme. Ça en ferait potentiellement le plus grand site de production au monde. Même plus grand que le projet Neom dont on a beaucoup entendu parler. Et c'est piloté par le développeur saoudien Akawa Power, avec un soutien notable de l'énergéticien allemand EnBW. D'accord, 400 000 tonnes. Alors, pour que cet hydrogène soit bien vert, il faut une source d'énergie propre, renouvelable. C'est ça? Exactement. Rappelons peut-être rapidement comment ça marche. Exactement. L'hydrogène dit vert, il est produit par électrolyse de l'eau. En gros, on utilise de l'électricité pour casser la molécule d'eau, H2O, et on récupère l'hydrogène, le H2. Et pour qu'il soit vert, eh bien, cette électricité, elle doit impérativement venir de sources renouvelables, solaire, éolien. Logique. Donc le projet à Yanbu, il inclut bien une usine de dessalement d'eau de mer parce que l'eau douce est rare là-bas, et surtout il prévoit 4 gigawatts d'électrolyseurs. 4 gigawatts d'électrolyseurs. C'est une puissance considérable. C'est l'équivalent de la consommation de centaines de milliers de foyers français, quelque chose comme ça, non? Oui, l'ordre de grandeur est là, c'est vraiment très important. Mais l'article qu'on a lu précise que l'énergie renouvelable nécessaire pour alimenter tout ça, eh bien, elle n'est pas encore intégrée dans le contrat actuel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le point important à souligner. Le contrat qui vient d'être signé, il couvre la partie industrielle, c'est-à-dire les électrolyseurs eux-mêmes, l'usine de dessalement, l'unité qui va convertir l'hydrogène en ammoniac, on y reviendra, et le terminal pour exporter. D'accord. Mais il faudra bien ajouter une capacité d'énergie renouvelable absolument gigantesque pour alimenter ces 4 gigawatts d'électrolyse. On parle sans doute de 6, peut-être 8 gigawatts de solaire et d'éolien. Ah oui, quand même. Oui. Et cette partie-là, elle reste à développer. Elle est évidemment essentielle pour que l'hydrogène produit soit réellement vert. C'est une étape future, mais déterminante. Je vois. Et justement, vous parliez de la conversion en ammoniac. Pourquoi c'est nécessaire? J'imagine que c'est lié au transport. Tout à fait. C'est une question de logistique, en fait. L'hydrogène pur, H2, c'est un gaz très très léger, difficile à stocker et surtout très compliqué et cher à transporter sous forme liquide ou gazeuse par bateau sur de longues distances. D'accord. L'ammoniac, le NH3, qu'on fabrique en combinant cet hydrogène vert avec de l'azote qu'on prend dans l'air, eh bien, il est beaucoup plus dense, plus stable chimiquement. Du coup, on peut le liquéfier plus facilement et l'expédier par navire vers l'Europe ou l'Asie. Et là-bas, il servira à décarboner l'industrie lourde, la chimie, etc. C'est une sorte d'astuce pour transporter l'hydrogène vert, en somme. C'est exactement ça. Une astuce logistique indispensable pour le commerce mondial d'hydrogène. Une astuce qui demande quand même une ingénierie assez pointue. Qui va s'occuper de concevoir cette méga-usine? Alors, pour la conception détaillée, le contrat a été confié à un duo assez intéressant. L'Espagnol Técnicas Reunidas, un ingénieriste reconnu, Oui. et le géant chinois Sinopec. Ils ont environ 10 mois pour finaliser les plans. C'est un partenariat qui combine, on peut dire, une expertise technique européenne et la capacité de construction chinoise rapide et à très grande échelle. Un modèle qu'on pourrait d'ailleurs revoir. Et si ces plans sont concluants, j'imagine que le contrat de construction derrière sera colossal, lui aussi. Ah oui, on parlera de plusieurs milliards de dollars, très probablement. Técnicas Reunidas, d'ailleurs, est très active dans ses projets de transition énergétique un peu partout. L'Arabie Saoudite met donc vraiment les moyens. Mais est-ce qu'elle est seule dans cette course à l'hydrogène vert? Ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs? Ah non, loin de là. C'est une véritable course, oui, à la fois régionale et mondiale. Ses voisins, les Émirats arabes unis, annoncent aussi des dizaines de milliards d'investissements dans le domaine. Et puis, il ne faut pas oublier l'Afrique du Nord. Le Maroc, par exemple, affiche des ambitions très fortes visant clairement à devenir un fournisseur majeur pour l'Europe. Donc une compétition intense dans la région, Golfe, Afrique du Nord. Oui, absolument.
Ces pays cherchent clairement à se positionner comme les leaders du futur marché de l'hydrogène et de ses dérivés, comme l'ammoniac. Leurs projets, d'ailleurs, par leur échelle et leur rapidité de décision, contrastent un peu avec le rythme européen actuel. C'est assez fascinant comme stratégie quand on y pense. Riyad continue d'engranger les revenus pétroliers absolument énormes. On parlait de près de 260 milliards de dollars en 2023. Oui, c'est ça. Et en même temps, elle utilise cet argent pour préparer activement l'après-pétrole. C'est une forme de pari sur l'avenir ou une stratégie bien calculée. Je pense que c'est les deux. Mais surtout, une stratégie de diversification et d'anticipation très lucide. Le royaume saoudien sait bien que la demande mondiale de pétrole finira par décliner, même si l'échéance est débattue. Donc, ils utilisent cette manne pétrolière actuelle pour construire leur économie de demain. Une économie moins dépendante des hydrocarbures et pour maintenir leur influence géopolitique dans un monde qui se décarbone. L'hydrogène vert est vu comme un pilier essentiel de cette transition. C'est une transition financée par le pétrole, en quelque sorte. En grande partie, oui. Et pendant ce temps, l'Europe, qui est une des destinations visées par cet ammoniac vert saoudien, où en est-elle? On entend beaucoup parler d'objectifs, mais concrètement? Alors l'Europe a effectivement des objectifs ambitieux sur le papier. Produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2030, importer 10 millions de tonnes supplémentaires. Oui, Mais sur le terrain, c'est vrai que les grands projets industriels de production en Europe, ils peinent un peu à décoller. Ça avance, mais plus lentement. Il y a des questions de coûts de production qui restent élevés chez nous, des questions de réglementation, de délai de décision pour les aides publiques. Tout ça pèse. et le risque du coup? Le risque, il est assez clair, hein, c'est de devenir dépendant des importations pour notre hydrogène décarboné, notamment de cet ammoniac vert qui pourrait venir justement de Yanbu ou d'autres grands hubs de production dans le Golfe ou ailleurs. D'accord. Donc pour résumer un peu tout ça, ce projet géant à Yanbu, c'est le symbole d'une Arabie saoudite qui se projette très sérieusement dans l'ère post-pétrole. Elle vise clairement un leadership mondial sur ce nouveau marché de l'hydrogène vert, ou au moins de ses dérivés comme l'ammoniac. C'est ça, hein, c'est une pièce maîtresse dans sa stratégie de diversification. Et ça s'inscrit dans une compétition énergétique mondiale très intense, où l'Europe, elle, cherche encore un peu sa vitesse de croisière pour sa propre production. Exactement, et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà des aspects techniques et financiers qui sont déjà énormes, une question de fond demeure. Est-ce que cette transition énergétique, largement financée par les pétrodollars actuels, va s'accompagner d'une transformation plus large du modèle économique et peut-être même social de ces pays producteurs? L'énergie change, c'est certain, mais est-ce que le reste suivra au même rythme avec les mêmes implications? Ça, c'est une autre histoire. Une interrogation profonde et pertinente pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et merci à nos auditeurs pour leur écoute. Retrouvez plus d'actualités et d'analyses sur notre site media24.fr.